Un nouveau point de l'actualité sur la maladie à coronavirus. Bonsoir et merci de nous préférer. Dans ce numéro de ce soir, nous allons nous intéresser à ce thème Covid-19. La vaccination mettra-t-elle fin à l'épidémie? Invité, docteur Didier Yao Degbe. Il est chef division des établissements publics de soins. Bonsoir, docteur, et merci d'être là. Bonsoir, Mathieu. Alors, d'entrée de jeu, les établissements publics de soins, comment ça se porte en ces temps-là? Les établissements publics De soins? Non, les établissements se portent bien. Le travail se passe normalement. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, hein? Bon, quand on parle il n'y a rien de grave quand même pour le moment. Frère, justement, quand on parle de ces établissements publics de soins là, à quoi fait-on justement allusion pour ceux qui ne sont pas du domaine? Du domaine, oui. Pour la prestation des soins de santé au niveau du pays, il y a différentes catégories de formation sanitaire. Donc, les formations sanitaires publiques dont nous parlons, c'est les formations sanitaires implantées dans différentes parties du pays et qui sont, je dirais, l'émanation du gouvernement. Oui. Et à côté des établissements publics de soins, il y a les établissements privés qui peuvent être des établissements confessionnels, c'est-à-dire tenus par les religieux. Les religieux. Et ou bien des formations sanitaires tenues par des personnes physiques. C'est-à-dire... de certains médecins qui travaillent dans le public, qui se sont taillés... de médecins, voilà. ou bien d'autres catégories de personnes de santé. Non, mais on ne peut qu'être un agent de santé avant de vouloir créer... qui ont décidé de s'installer à leur propre compte et d'offrir les soins à la population. Nous avons également certaines formations sanitaires qui sont mises en place par des ONG ou associations également. Donc, les différentes catégories de formation sanitaire que nous avons au niveau du pays. Alors, tous ces établissements publics de soins-là travaillent de concert. Comment ça se fait, la collaboration entre le privé et le public? La collaboration entre le privé et le public, je dirais que toutes ces formations sanitaires sont en place, mais sont coordonnées par le ministère de la Santé. Voilà, donc sont coordonnées par le ministère de la Santé. Et donc, s'il y a des directives à donner au niveau du pays en ce qui concerne les soins, ces directives-là émanent du ministère de la Santé et toutes les structures au niveau du pays, que ce soit les structures publiques ou les structures privées, sont dans l'obligation de suivre les directives données par le ministère de la Santé. OK. Voilà. Donc c'est un peu ça, dans l'ensemble des activités, ce que vous menez, c'est là. Mais le contrôle dans tout son ensemble, comment sauriez-vous, par exemple, si à Tingassi, quelqu'un a créé un centre de santé sans avoir vraiment les approbations du ministère en charge? Non, oui, donc là, vous voulez parler des structures privées. Oui. Oui. On ne se lève pas pour comme ça et puis... On a vu des maisons qui se sont transformées en centres de santé. Oui, non, ça c'est... autres... Non, vous savez... Oui. dans tous les domaines... Dans tous les domaines, oui. Il y a la réglementation, mais vous allez toujours trouver des gens... Il y a la verrue à côté. Voilà, qui vont enfreindre la réglementation et faire des choses qui ne sont pas normales. Mais au niveau du pays... le pays est quadrillé par ce que nous appelons les districts sanitaires. Oui. Et les districts sanitaires ont dans leur prérogative de contrôler toutes les structures de soins qui sont sur leur territoire.
Donc, d'ailleurs, c'est à ces districts-là que si quelqu'un veut mettre en place une structure privée, c'est à ces districts-là que la personne s'adresse premièrement. Et le district fait une visite sur le lieu où la personne veut implanter la structure et fait son rapport au niveau de la direction régionale de la santé. La direction régionale aussi va faire sa visite et fait son rapport au ministère. Et donc, c'est au niveau du ministère que la décision, l'autorisation est donnée à la personne. Donc, la décision est prise si la personne peut avoir l'autorisation de s'installer ou pas. Voilà. Donc, ce qui veut dire que du ministère, par la direction régionale de la santé, après peut-être par les districts sanitaires, et districts sanitaires maintenant fait le maillage, essaie de voir avant de signer, renvoie le dossier au niveau du ministère dans tout son ensemble. Oui, bien sûr, c'est ça. Parfait. Je pose toutes ces questions-là pour avoir le cœur net par rapport à tout ce que vous faites sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, on en a tellement de ces centres de santé qui pilulent de gauche à droite. On se dit, est-ce que tous ces centres-là ont quand même le OK du ministère en charge du domaine? C'est pourquoi. Non, ce qui est sûr, hein, surtout dans la région, la région qu'on appelle aujourd'hui le Grand Lomé, où il y a le plus grand nombre de structures privées qui sont installées. Non, c'est vrai on sait qu'il y a plein de gens, malheureusement des personnes non qualifiées, qui se permettent comme ça de s'installer et d'offrir des soins à la population, alors que ce genre de choses comportent beaucoup de risques. Donc, nous essayons de quand même faire des sorties et pouvoir aller vers cette structure-là et chercher à savoir si c'est vraiment du personnel qualifié. Si c'est du personnel qualifié, on les accompagne pour qu'ils puissent, parce que si c'est du personnel qualifié, c'est des soins de qualité qu'ils vont offrir aux populations. On les accompagne pour qu'ils puissent respecter les lois et pour exercer en toute quiétude leur fonction. Mais si ce n'est pas des personnes qualifiées, là, vraiment, l'ordre est donné à ce que ces structures-là soient fermées. Des personnes qualifiées qui ont la main, qui interviennent sur le terrain, oui. Mais avec le temps, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits de façon régulière pour quand même s'assurer, bien sûr, de tout ce qui se fait? Les contrôles sont faits. Peut-être que, vu le nombre de personnes qui font ce contrôle-là, peut-être que ce n'est pas suffisant. Mais au niveau de notre direction, des sorties sont faites régulièrement sur le terrain pour faire ces genres de contrôle-là. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour ces explications. C'est là. Le thème, la vaccination mettra-t-elle fin à l'épidémie? La vaccination pour vous en ce temps de période de crise sanitaire, ça vous dit quelque chose? Parce qu'on se dit, on vaccine, mais les chiffres grimpent au jour le jour. On se dit, aura-t-on vraiment une fin un jour? La vaccination a commencé, ça fait combien de temps? On a vu en 2 semaines, 3 semaines. Oui, 2 semaines, 3 semaines, on a vacciné combien de personnes? On a vacciné combien de personnes? Actuellement, c'est maintenant que ça a commencé. D'abord même, la production du vaccin, ça prend beaucoup de temps avant qu'on ne produise une quantité importante de vaccins. Donc, ça vient tout juste de commencer dans les pays occidentaux. En Europe, aux États-Unis, ça vient tout juste de commencer. Donc, on a... compte tenu du fait que le vaccin n'est pas encore disponible en quantité suffisante, vous avez vu que pour ces premières vaccinations, c'est des groupes ciblés qui sont concernés. Voilà. Les personnes âgées, voilà. Ceux qui traitent des... D'abord, il y a les personnels de santé, parce qu'on sait que c'est eux qui sont en contact avec les personnes souffrant de la COVID-19. Ensuite, on va vers les personnes plus à risque, donc les personnes âgées. Et donc, c'est comme ça, de proche en proche, on va pouvoir vacciner
le reste de la population également. Alors, la vaccination, aujourd'hui, on sait que c'est la seule panacée pour venir à bout à cette pandémie ou épidémie que traverse le monde il y a 1 an déjà. Mais s'il faut réorganiser ça, par exemple, est-ce que c'est la meilleure façon ou faut-il revoir carrément la stratégie? Non, bon, nous, ça n'a même pas encore commencé chez nous. Oui, dans les pays, vous suivez l'actualité de près. Oui, bon, moi je pense que la stratégie qui est mise en place actuellement au niveau de ces pays-là, pour le moment, c'est la meilleure stratégie. Et au moment où le vaccin va être disponible également dans notre pays, je pense que c'est la même stratégie qui sera utilisée. Le vaccin n'est pas disponible en grande quantité. Si le vaccin était disponible en grande quantité, on allait dire, bon, on va vers toute la population en même temps. Mais compte tenu du fait que le vaccin n'est pas disponible en quantité suffisante, ce n'est que par cette stratégie-là qu'on peut essayer petit à petit de couper la chaîne. Alors, d'abord, protéger ceux qui sont en charge de ces malades-là pour qu'eux aussi ne tombent pas malades. C'est pour ça que le personnel de santé est ciblé. Ensuite, éviter les décès. Quand on sait qu'il y a certaines personnes à risque qui sont plus vulnérables, donc aller vers ces personnes-là, et comme ça, si ces personnes sont vaccinées, il n'y aura plus beaucoup de malades dans ces catégories-là. Or, on sait que c'est dans ces catégories-là qu'il y a les malades graves, donc ça permettra d'éviter un grand nombre de décès. Et ensuite, maintenant, vacciner le reste de la population, les gens qui sont moins vulnérables, mais qui peuvent être des porteurs sains et contaminer d'autres personnes. Alors, pour avoir l'immunité collective, on parle de la vaccination jusqu'à 60% de la population environ. Aujourd'hui, le premier problème auquel est confronté la plupart des pays, c'est la production en grand nombre du vaccin et puis maintenant la conservation aussi et la vaccination elle-même dans tout son ensemble. Parce qu'il y a toujours des hésitations, c'est là, il y a de ceux qui ne sont pas pour. Comment faut-il revoir peut-être la chose pour que ça puisse bien aller? Quand on sait que la production, on n'a pas vraiment une grande quantité, où on fait des produits, on fait des projections, on dit s'il faut vacciner vraiment jusqu'à 60%, c'est d'ici fin d'année 2021. Oui, bon. Donc, nous tous, on a suivi comment on est arrivé à pouvoir avoir ces vaccins-là. Nous tous, on l'a suivi. Et donc, ce n'est pas un vaccin que n'importe quelle structure peut produire. Donc, c'est des laboratoires vraiment... d'abord même, c'est des laboratoires privés il y a un certain nombre de vaccins qui ont été développés par des laboratoires privés, même si au niveau mondial, on a mis un groupe en place qui est en train de réfléchir sur comment arriver rapidement à un vaccin qui puisse être accessible à tous les pays. Donc, c'est un groupe c'est le fameux COVAX dont on parle. Oui, le fameux COVAX dont on parle. Pour coordonner le tout, hein. Voilà, pour coordonner toutes les actions à faire pour pouvoir avoir les outils de lutte contre la pandémie. Donc, alors, comme c'est des laboratoires privés, un laboratoire privé, ils ont la licence, c'est pour eux. Donc, c'est eux seuls qui peuvent produire le vaccin. Donc, c'est clair qu'ils n'ont pas des unités de production partout. Donc, c'est dans leur unité de production qui vont produire ces vaccins-là. C'est ce qui fait que ces vaccins vont être produits vraiment à un rythme donné. Et il faut comprendre aussi que nous sommes en face d'une pandémie. Si c'était une épidémie dans un
seul pays ou bien dans un petit groupe de pays, alors la quantité à produire ne sera pas si importante. Et on aurait pu produire cette quantité-là On sait rapidement. qu'on est à plus de 7 milliards. Voilà, donc nous humaines. sommes en face d'une pandémie et donc presque tous les pays sont concernés. Et donc s'il faut vacciner toute la population mondiale, vous convenez avec moi que vraiment ce n'est pas du tout facile. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que on a mis une stratégie bien claire en place là pour pouvoir vacciner de proche en proche ceux qui sont les plus exposés et petit à petit, sur tout le cours de l'année 2021, la quantité suffisante de vaccins sera produite pour que la population mondiale puisse être vaccinée. Aujourd'hui, on sait que plusieurs laboratoires produisent ces vaccins et les prix varient d'un pays à un autre. Quand on prend par exemple le vaccin produit en Chine, c'est beaucoup plus accessible pour la plupart de certains pays africains où on a vu le président chinois qui a dit porter son aide à la plupart des pays d'Afrique. Il y a aussi le vaccin russe, Sputnik. Il y a celui produit par Pfizer et BioNTech. Moderna aussi. Finalement, on a plusieurs vaccins pour la même cause. Oui. Et j'ai produit un grand nombre aussi pose de problèmes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Expliquer... Le fait que plusieurs laboratoires sont en jeu, mais finalement, on en manque sur le terrain. Non, moi, je ne pense pas que... Je ne pense pas que ça soit un problème. Je ne pense pas que ça soit un problème. Et comme je l'ai expliqué, c'est un truc... Bon, alors, tu vois, par exemple, la Chine. La Chine a un vaccin. Si le truc était limité seulement à la Chine aura produit sa quantité et aurait vacciné rapidement les gens. Si c'était seulement limité à la Russie ou bien aux États-Unis. Donc, le problème, c'est que ces pays-là ont des unités de production. Ils vont produire. Est-ce que tout le continent africain, est-ce qu'il y a une unité de production en Afrique? C'est ceux-là qui vont produire pour tout le continent africain. Ouais. Tous les pays en dehors de la Chine, tous les autres pays asiatiques. Est-ce qu'il y a un pays qui... Quand vous prenez l'Inde, par exemple, on n'a pas encore entendu que l'Inde... L'Inde aussi, un peu dans la foulée aussi. Voilà, dans la foulée, mais pour le moment, on n'a pas entendu. Alors, s'il faut produire un vaccin pour vacciner tous les habitants de l'Inde, vous voyez, non? Donc, moi, je ne pense pas que ça c'est le réel problème. Le réel problème, c'est que dès que le vaccin sera disponible, là, est-ce que les pays auront les moyens pour s'en procurer, pour vacciner leur population? Et je crois que c'est dans ce sens-là que le groupe COVAX a été mis en place pour pouvoir rendre les vaccins disponibles et de façon équitable à toute la population mondiale. Donc, moi, je ne pense pas que... je ne suis pas sûr que dans l'immédiat, on peut produire du vaccin pour tout le monde. Ça sera de façon progressive. Voilà. Produire ça de façon progressive, oui. Mais à côté de cette production, on parle aussi de la conservation. Oui, c'est ça. Donc, comme on est en train de le dire, il y a différents laboratoires qui ont trouvé un vaccin. Et chaque vaccin trouvé par un laboratoire a vraiment des spécificités. Vous voyez? Oui. Alors, il y a... Bon, c'est que je ne peux pas donner les noms au risque de me tromper, mais je sais qu'il y a un vaccin qui ne peut être conservé qu'à moins 70 degrés. 70 degrés, voilà. 80, voire 80. Voilà, il y a un vaccin qui ne peut être conservé qu'à moins 70 degrés. Vous voyez ce vaccin-là, peut-être envoyé au Soudan ou je ne sais pas. Voilà. Donc, la particularité, c'est qu'à moins 70 degrés, oui, il faut pouvoir conserver ce vaccin-là sur tout le long de la chaîne de transport. C'est-à-dire que du lieu de fabrication à l'endroit où on va vacciner les gens. Vous voyez que ça, c'est déjà un gros défi. Est-ce que dans les pays, est-ce qu'ils ont les structures adéquates pour pouvoir assurer cette conservation-là? Maintenant, ces gens de vaccins, lorsque ça va arriver, ça va arriver dans les pays, lorsqu'on va les enlever pour aller mettre dans les petits frigos au niveau
des formations sanitaires, par exemple, pour pouvoir vacciner. Il y a certains vaccins qu'on ne peut garder que 2 ou 3 jours. Il y a d'autres au plus 5-7 jours. Vous voyez que vraiment, c'est de gros défis qui nous attendent. De gros défis qui nous attendent. Mais ce que je sais qu'il y a un groupe, un groupe technique qui a été mis en place au niveau du ministère de la Santé, qui est en train de travailler d'arrache-pied sur ce problème-là et pouvoir avoir toutes les infrastructures indispensables en place pour que lorsque on ne sait pas encore le vaccin qui sera disponible pour le Togo, mais les dispositions sont en train d'être mises en place pour que toutes les infrastructures nécessaires soient mises en place pour que dès que le vaccin, quel que soit le type, dès que le vaccin arrivera. On parle bien sûr de celui américain, Pfizer-BioNTech, voilà. qui est attendu. Et c'est celui-là qui est conservé à moins 70 degrés, oui. à au moins 70 degrés. La logistique dans tout son ensemble pour conserver tout cela, est-ce qu'on a vraiment les moyens dans les pays en développement en Afrique? Oui, bon, il y a au niveau, bon, si je prends l'exemple de notre pays, il y a quand même déjà je peux dire des frigos. Mais pas jusqu'à moins 70 degrés. Non, il y en a. Au Togo? Oui, pour conserver, c'est pas au niveau des laboratoires. Au niveau des laboratoires. On a des grands labos comme ça au Togo? Non, c'est pas question de grands labos. C'est-à-dire qu'au niveau des laboratoires, il y a certaines substances qu'on conservait déjà à cette température-là. D'accord? Il y a certaines substances qu'on conservait déjà à cette température-là. Donc, il y a des frigos dans ce sens qui sont là. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que ce qui est là actuellement, est-ce que la capacité, c'est-à-dire quelle quantité de vaccins, ça peut contenir? Donc, s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de capacité suffisante pour conserver tous les vaccins qui doivent arriver, il faut s'en procurer avant que le vaccin arrive. Donc c'est là où le problème se pose. Sinon, il y a des... N'allons pas parler en conditions, parce que vous, c'est votre domaine, vous êtes le patron de la division des établissements publics de soins. Vous en savez forcément quelque chose, hein, quand on parle bien sûr de ces matériels dont on a besoin dans le secteur public et autres, là, pour faire certaines grandes vaccinations et autres. Est-ce que le Togo, ce qu'on a, est aussi conséquent pour conserver des vaccins? On est autour de 8 millions d'habitants. Hein? Oui, mais on est autour de 8 millions d'habitants, d'accord. Mais ce qu'on dit, ce n'est pas les 8 millions qui vont être vaccinés en même temps. Oui, au moins, voilà. Au moins, oui, donc actuellement... 60% peut-être. Actuellement, il y a un inventaire qui est en train d'être fait. Inventaire Oui, c'est-à-dire qu'on fait la situation. Oui. On fait la situation de ces genres de conteneurs-là, actuellement, au niveau du pays. La situation est en train d'être faite. Maintenant, c'est de voir au niveau du groupe de réflexion, oui, en fonction des quantités qui vont arriver, si c'est nécessaire qu'on puisse commander d'autres conteneurs pour la conservation de ces vaccins. Ça va se faire avant que les vaccins arrivent. Sinon, c'est à ce stade que le ministère est actuellement. OK. Voilà. Est-ce que cette vaccination en cours a une particularité ou bien c'est tout comme les autres vaccins qu'on a vu, des campagnes de vaccination organisées, celle-là, comme ce fut le cas de la poliomyélite, méningite et bien d'autres? Oui, les différents types de vaccins qui sont actuellement sur le terrain, il y a certains vaccins qui peuvent être conservés comme les vaccins qu'on a actuellement au niveau du pays pour la vaccination. Vous savez qu'on a le programme élargi de vaccination pour la vaccination des enfants. Oui. Donc, il y a certains types de vaccins contre la COVID-19 qu'on peut conserver dans les mêmes conditions que les vaccins qu'on a actuellement. Mais il y a d'autres types de vaccins, comme celui de Pfizer dont on parle actuellement là, qu'on doit conserver dans d'autres conditions dont on est en train de parler là. Donc, tout dépend de
au finish, quel type de vaccin sera choisi pour être utilisé. Et en fonction, c'est pour ça que toutes les dispositions sont en train d'être prises actuellement pour faire face à quel que soit le type de vaccin qui sera choisi au finish pour être utilisé pour la vaccination de la population togolaise, que toutes les conditions sur le plan logistique, que toutes les conditions soient réunies pour faire face à toute situation. Je veux dire, le vaccin qui sera choisi. Voilà. Alors, justement, quand on parle bien sûr de cette conservation, il faut peut-être penser aussi au convoiement de ce vaccin-là. Oui, c'est pour ça que je suis en train de parler de logistique. Quand je parle de logistique, là, depuis le lieu de fabrication, c'est l'avion qui va prendre et amener. Et ça doit être conservé dans ces conditions-là au niveau de l'avion. Maintenant, quand ça va arriver au niveau du pays, lorsque ça va partir de là, pour aller vers les régions sanitaires. Ce n'est plus le bateau, hein, c'est carrément avion. Ça dépend de ces grands... oui, non, je pense que ça sera... Bon, selon les quelques informations que moi j'ai et les dispositions qui sont en train d'être prises là, je crois que les trucs vont arriver par avion. Par avion, oui. Par vol, carrément. Oui. Maintenant, le temps pour le truc pour être là, par exemple, quand on prend les États-Unis, c'est pas aussi en une journée, ça peut quand même atterrir peut-être au Togo comme au Bénin ou en Côte d'Ivoire, par exemple. Hein. On n'aura pas à se faire trop de soucis pour le convoiement d'abord. Non, si ça arrive par avion, maintenant, c'est le convoyage à partir de l'aéroport vers les différents lieux, vers les différentes régions du pays. Non, je crois que les dispositions sont en train d'être prises. Les dispositions sont en train d'être prises. Et lorsque le moment arrivera et que le vaccin arrivera, il n'y aura pas de surprise. Oui. Je pense que toutes les dispositions seront prises pour que le vaccin soit convoyé dans de bonnes conditions et conservé dans de bonnes conditions pour que le vaccin qu'on aura à administrer à la population togolaise soit un vaccin de qualité. Parfait. Alors, on sait aujourd'hui que plusieurs pays du monde entier, comme en Afrique, s'activent pour avoir ce vaccin-là au temps opportun et vacciner la population. Oui, mais est-ce que le vaccin actuellement est la seule panacée pour venir à bout de cette pandémie ou bien de cette épidémie, ou carrément on doit continuer par pratiquer toujours les mesures barrières et attendre cette immunité collective peut-être d'année 2022? Non, et je pense que, bon, alors, moi en tant que médecin, j'ai la conviction que ce n'est que par la vaccination qu'on pourra venir à bout de cette pandémie. Mais avant d'être vacciné et avant d'atteindre cette immunité collective dont tu parles, c'est la mesure barrière qui nous permet de ne pas être contaminés. C'est-à-dire que si on veut, quand je vais être vacciné, ça va me permettre de produire, de renforcer mon immunité, de produire des anticorps pour que lorsque je serai, éventuellement en contact avec le coronavirus, pour que je ne fasse pas la maladie. D'accord. Donc, avant de pouvoir être vacciné et d'avoir cette immunité-là, il faut que je ne sois pas contaminé. Donc, nous devons continuer à respecter les mesures barrières dont on nous parle pour éviter de se contaminer. Le respect strict de ces mesures barrières, on en parle chaque temps, tous les soirs pratiquement dans cette émission. Mais si vous êtes demandé aujourd'hui d'analyser la situation, par exemple au Togo ou dans d'autres pays de la sous-région ouest africaine, quel est ce commentaire-là qu'on peut avoir? Par rapport au respect? Oui. Non, en tout cas, par rapport aux autres pays, je ne sais pas si j'aurais tellement un commentaire à faire, puisque je ne suis pas... tellement l'actualité dans ces pays. Je ne suis pas au jour le jour ce qui se passe dans ces pays, mais je ne peux que parler de mon pays. Le Togo. Le Togo. Oui, on va analyser un peu la situation sur le respect des mesures barrières. Oui. Non, moi, en tout cas,
le conseil que on en parle tous les jours. On en parle tous les jours pour que les gens puissent respecter ces mesures barrières-là. Mais, bon, le fait est que, malheureusement, lorsqu'on rentre dans la population, on constate que les gens ne le respectent pas tel qu'on le veut. Il y a certaines personnes qui respectent et d'autres qui ne respectent pas. Mais je pense que la dernière fois, quelqu'un faisait un commentaire disant que dans l'esprit des gens, c'est comme si le coronavirus pour les gens était lié à l'année 2020. Et dès que l'année 2020 est passée, c'est comme si les gens croient que l'année est partie avec... Puisqu'on a l'année 2020, on n'a fait que parler de Covid-19, oui, on n'a fait que vivre de ça. On se dit, mais est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de finir une fois encore avec cette maladie-là, on l'envoie dans l'année passée. Mais la réalité, elle est triste, elle est là, malheureusement. On vit la situation. Encore dans les pays africains, c'est encore plus ou moins acceptable. Dans les pays dits développés, enfin, des pôles du Nord, c'est encore très délicat avec eux. Oui, et vous voyez que les constats qui ont été faits au début de cette pandémie-là, ces constats-là sont réels, parce que vous avez vu que c'était vraiment en période de froid que cette maladie a commencé dans les pays européens et aux États-Unis. Et dès qu'ils étaient arrivés en été, c'est comme si ça s'était un peu. Voilà, estompé. Et les gens ont cru qu'ils étaient à bout. Malheureusement, dès que l'automne est venu et maintenant l'hiver, là, vous voyez que c'est la seconde vague. Dans certains pays, c'est la troisième vague de coronavirus qui est arrivée et les décès sont encore repartis en flèche. Donc, comme tu le dis, bon, nous, heureusement, en Afrique, on n'a pas vécu ces situations très tragiques-là, mais le fait est que la maladie est là et nous devons faire attention et continuer à respecter les mesures barrières. Respecter les mesures barrières, oui, aujourd'hui, l'accent est beaucoup plus mis sur le port systématique des masques. Le lavage des mains, ce n'est plus vraiment ça. La distanciation sociale ou physique, ce n'est plus vraiment ça. L'utilisation des gels hydroalcooliques, bon, peut-être pour orner, je sais pas. Et on assiste à pas mal de choses. Et ces mesures semblent être respectées beaucoup plus dans les principales villes du pays. Oui, même les principales villes, je ne suis pas tellement sûr. Je dis bien semble. Hein? Même dans les principales villes, je ne suis pas tellement sûr. Peut-être à Lomé ici, mais même à Lomé, malheureusement. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras. Toutes les mesures barrières dont on parle depuis le début, toutes ces mesures-là ont toujours leur place. Si je porte le masque et je ne me lave pas les mains, je suis venu chez vous ce soir, quelqu'un est déjà passé ici et malheureusement étant porteur du coronavirus, en parlant, a déposé des virus sur ce pupitre-là. J'ai touché le pupitre. En arrivant, j'ai porté le masque jusqu'à arriver ici. En partant, je vais encore le porter. Mais j'ai touché le pupitre. Je ne me suis pas lavé les mains ou bien je n'ai pas utilisé de gel hydroalcoolique à la fin. J'ai le virus sur mes mains et dès que je vais porter mes mains vers mon visage, je risque d'être contaminé. Mais soyez-en rassurés, tout est désinfecté. Non, c'est juste un exemple. Non, c'est un exemple. Je comprends, c'est pour rassurer les téléspectateurs qui nous suivent. Non, moi-même, c'est un exemple que je donne. Je ne dis pas que... Je vous comprends. C'est un exemple que je donne. Et à l'entrée, on vous a soumis au rituel, à notre entrée, avant de prendre... Oui. Il faut se laver les mains. Oui, ça, c'est obligatoire. Oui, ça, c'est obligatoire. Et c'est quelque chose qui est bien. Mais... donc, c'est un exemple que je donne. Oui. Donc, si je porte le masque, mais je ne me lave pas les mains, je vais être contaminé très facilement. Si je porte le masque et je me lave les mains, mais je vais dans un grand groupe et on ne respecte pas la distanciation sociale, je cours le risque d'être contaminé.
Donc, toutes les mesures dont on a parlé là, je crois que ces mesures sont toujours d'actualité et il faut continuer. C'est vrai, on a constaté que c'est comme les gens sont... Il y a de la lassitude dans le respect de ces mesures-là, mais en toute sincérité, il faut qu'on continue à les utiliser. Il faut qu'on continue à les utiliser et nous espérons très vivement que jusqu'à la fin de ce premier semestre de cette année 2021, que le vaccin commence à être disponible au niveau de notre pays pour qu'on puisse commencer à vacciner. On parle du mois de juin. Hein? Oui, bon, c'est pour ça que j'ai dit à la fin de ce premier semestre. Mais peut-être que ça peut arriver un peu plus tôt. On ne sait jamais. Oui. Voilà. Alors, faut-il revoir les stratégies de sensibilisation ou la méthode de sensibilisation Caroma pour quand même impacter sur la conscience de ceux qui doutent toujours de la présence de cette maladie? Bon, je crois que c'est... On en parle pratiquement tous les jours. C'est un sujet sur lequel... à longueur de journée. Voilà, c'est un tous les soirs, on est en direct pour en parler. Sur lequel on a beaucoup... On a dit, c'est vrai qu'on fait la sensibilisation sur les médias, mais on avait suggéré que sur le plan... Vous avez dit tout à l'heure, par exemple, que c'est comme si c'est seulement au niveau des villes que les mesures sont un peu respectées. Et quand on va en milieu rural, pratiquement... oui, c'est vrai. Quand tu vas dans les villages, bon, c'est pratiquement rare que tu trouves des gens qui portent le masque. Donc, on avait suggéré de mettre à contribution, ou bien que les autorités traditionnelles, les chefs, et actuellement les élus locaux, oui, les maires et les conseillers puissent entrer dans la danse et sensibiliser les gens, puisque eux, ils ont la possibilité de le faire. Vraiment, c'est une sensibilisation de proximité parce qu'ils sont plus proches des gens. Et donc, on avait dit tout ça et je crois que les gens se sont impliqués un peu, mais bon, c'est quand même un peu compliqué. Voilà. L'autre problème auquel on est face actuellement, c'est la porosité de nos frontières terrestres. On en parle pratiquement tous les temps. Quand on parle des frontières en Afrique, on sait un peu à quoi cela ressemble. Pour celui-là qui est peut-être à Gomeglos ou être à Tiémé au Bénin, c'est facile. À Anéro dans Hilakondi dans le Bénin, c'est facile. À Klomayondi dans le Ghana, c'est facile. À Nouépé, enfin, je dis Nouépé, oui. Dans le Ghana, c'est aussi facile. À Venou, à Lomé, par exemple, ou être dans le Ghana, c'est une question de 30 secondes. Et on assiste à ces flux de va-et-vient de gauche à droite. On se dit, que faut-il faire? Il est bien vrai que les agents de la FOSAP travaillent d'arrache-pied, mais bon, entre-temps, il se passe beaucoup de choses. Oui, bon, moi je dirais que, comme vous l'avez dit, les frontières sont poreuses. Quel que soit ce qu'on fera, il y aura toujours des gens qui vont se faufiler et passer d'un côté de la frontière ou de l'autre. Mais si les gens, je ne sais pas, si les gens ont des urgences extrêmes et ils sont obligés de le faire, ce qui est important, c'est de respecter les mesures barrières, de continuer à respecter les mesures barrières. S'il y a possibilité de faire plus pour que les gens traversent moins ces frontières, c'est-à-dire que ces frontières deviennent moins poreuses, bon, ceux qui peuvent le faire sont également là, ils pourront le faire. Mais si c'est des urgences qui amènent les gens à le faire, pour moi, ce qui est plus important, c'est que les gens continuent à respecter les mesures barrières et c'est ça qui va nous protéger. Est-ce que ces mesures barrières sont vraiment respectées quand non? Parce que avec une petite enquête entre-temps, moi j'étais dans une équipe, on était au grand nord du pays, on était à Djarkpanga, un peu après Djarkpanga dans le Tindiassi pour aller dans le Ghana. C'est une question de quelques minutes. Hein. Vous prenez Zémidian à 100 francs. Djarkpanga même est une ville frontalière. C'est comme Lomé à Plaou. Là. Donc, avec Tindiassi, c'est aussi facile dans le Ghana. Au nord du pays, c'est cassé ceux-là qui font des allers-retours dans le Burkina, dans le Faso, et ils reviennent, tout ça là.
on se demande beaucoup de choses. Est-ce que le contrôle à ces niveaux-là ne doivent pas être renforcés? Au niveau de l'aéroport, par exemple, c'est filtré, hein, et les entrées et les sorties, c'est passé au pain fait. On ne peut pas avoir quelqu'un aujourd'hui à Lomé par le vol et tester positif à Lomé, c'est pas évident. À la sortie aussi, c'est pas évident. Mais au niveau des frontières terrestres... Oui, non. Ces deux situations, moi je pense que c'est deux situations qu'on ne peut pas comparer. Ouais. Quand tu sors d'un avion, tu vas dans un pays, tu passes pratiquement dans un couloir. Oui, dans un couloir. Voilà, on vous contrôle le donc, passeport et tout. Oui, les donc, tests Covid et tout. Voilà, il n'y a rien à faire. Mais quand vous parlez de nos frontières, c'est des petits sentiers que les gens... Voilà, c'est des petits sentiers que les gens pratiquent. Et ces sentiers-là, c'est pas sûr qu'il y a des agents de sécurité qui sont sur tous les sentiers pour vérifier. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que l'autorité hésite toujours à rouvrir. Parce que même si on dit on a ouvert les frontières terrestres là, il faut voir le flux de personnes qui traversent les frontières. Vous voyez que, par exemple, pour l'aéroport, quand quelqu'un veut rentrer dans le pays, le fait qu'il est bien contrôlé, il est obligé de faire le test. Ou bien, à son arrivée, il avait déjà fait un test dans le pays de départ et il a son résultat qu'on peut contrôler. Vous voyez, non? Mais quand on ouvre la frontière, par exemple la frontière d'Aflaou, là, le flux de personnes, est-ce qu'on pourra arriver à contrôler? Ou bien à dire, bon, tous ceux qui passent là, on va vous faire le test. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que même s'ils ont fait de l'autre côté, ils vont venir pour le contrôle? Donc, je pense que c'est ces éléments-là qui font que l'autorité est en train d'hésiter jusqu'à maintenant. Et puis, ce n'est pas seulement au niveau de notre pays. Ce n'est pas seulement au niveau de notre pays. Pratiquement au niveau de tous les pays de la sous-région, c'est la même chose qui se passe. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Alors, quand on parle bien sûr de cette vaccination qui mettra bien sûr un point à cette pandémie qui a mis le monde entier à genoux, il faut aussi penser à la vaccination elle-même dans tout son ensemble. C'est-à-dire que on parle de la première dose et de la deuxième dose. Oui. Est-ce que nous aussi, par exemple, en Afrique, on aura quand même à avoir cette dose-là comme on le conseille? Quand on va procéder à la vaccination, oui. Alors, pour que tu aies l'immunité suffisante pour pouvoir être protégé contre une maladie, mais il y a un protocole qu'il faut suivre pour la vaccination. Alors, si on dit que c'est 2 doses que tu dois faire avant d'avoir l'immunité suffisante pour être protégé contre la maladie, mais si tu fais une dose, tu n'as rien fait. Donc, c'est sûr, lorsque les vaccins vont arriver, si pour un vaccin, c'est 2 doses à quelques semaines d'intervalle qu'il faut faire pour avoir l'immunité, ça sera respecté. C'est comme les vaccinations qu'on fait chez les enfants. La poliomyélite, par exemple, oui. Vous faites le rappel. Hein, c'est bien ça. La poliomyélite, dès que l'enfant naît, on fait une première dose. D'accord? Lorsque l'enfant a 6 semaines, on fait une deuxième dose. Donc, il y a, selon le calendrier de vaccination, il y a un certain nombre de doses à faire avant que l'enfant, ou bien avant que la personne n'ait l'immunité suffisante pour être protégée contre la maladie. Donc, selon le protocole qui accompagnera le vaccin qui va arriver, si c'est 2 doses qu'il faut faire pour avoir l'immunité collective. Non, d'abord l'immunité personnelle avant celle collective. Voilà. L'immunité collective, c'est quoi? C'est-à-dire que il faut qu'un certain pourcentage de la population soit vaccinée pour couper la contamination au sein de la population. C'est ça l'immunité collective. Mais avant de parler d'immunité collective, il faut que nous-mêmes nous soyons vaccinés. Renforcer. Voilà, il faut qu'on soit vaccinés. Et jusqu'à un certain pourcentage, ça fera qu'il n'y aura plus beaucoup de personnes qui soient porteurs du virus pour contaminer d'autres personnes. Voilà. Docteur,
Yao Didier Degbe, je rappelle bien sûr que vous êtes chef division des établissements publics de soins. En résumé de tout ce qu'on vient de dire durant tous ces temps-là, que peut-on retenir? Dans ce qu'on peut retenir, moi, ce que je dirais, parce que nous entendons tout ce qui se dit par rapport à la vaccination qu'on espère qu'il va démarrer en cette année-là. Ce que moi je dirais, c'est que il faut que la population soit confiante et qu'on ne fasse pas confiance à ces informations-là qui passent sur les réseaux sociaux pour intoxiquer la population en disant que les vaccinations qui ont commencé là, c'est pour faire tort aux gens. Je pense qu'on doit être confiant. Nous, on pense que ce n'est que par la vaccination qu'on peut venir à bout de cette pandémie. Et lorsque le vaccin sera disponible au niveau de notre pays et en fonction des différentes cibles qui seront identifiées pour la vaccination, si on fait partie de la cible là, qu'on accepte de se faire vacciner. Et c'est en acceptant tous de faire cette vaccination-là qu'on aura cette immunité collective dont on parle là pour couper la chaîne de transmission de la COVID-19 dans notre pays. Merci beaucoup à vous, docteur. Et bon retour chez vous. Hein. Merci. C'est notre premier rendez-vous pour le compte de cette année. Oui, bien Alors sûr. là, bonne année. Hein. Merci. La santé surtout. Merci. Prenez grand soin de vous. Okay. Merci Messieurs, beaucoup. mesdames, merci de votre fidélité à notre antenne. C'est fini pour le compte de cette émission de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre point sur l'actualité concernant la maladie à coronavirus. Derrière nous, c'est le journal avec Carole Paleté et Clou.